Hello to all of you out there. A very good morning again. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Bern Fly. Je suis architecte et membre du comité scientifique. Comme la plupart d'entre vous le savent ou l'ont déjà remarqué, je suis celui qui ouvre les sessions matinales du Forum Intercession Europan. Aujourd'hui, c'est notre quatrième journée derrière nos écrans. Il nous reste encore une belle journée et hier, nous étions à mi-parcours et demain, nous aurions encore une dernière journée. Comme je vous l'ai dit hier, ma façon de voir mon rôle de modérateur évolue au fil du temps et j'ai l'impression d'être ici en tant que lien, que chaînon. Ces 3 dernières journées, j'ai tenté, d'absorber tous les débats, les vidéos, les interviews. Et j'ai l'impression d'être une éponge dont les pores sont remplis de contenu jour après jour en vue d'arriver à une croissance. J'ai l'impression que ce forum agit comme un organisme virtuel qui croît jour après jour et qui enrichit nos horizons, notre conscience concernant euh, l'agenda d'Europan. Hier, nous avons reçu un message très intéressant de la part d'Iris, la secrétaire générale d'Europan Autriche. Elle disait que ce forum était un marathon palpitant. Et je pense que ce paradoxe décrit très bien ce milieu d'expériences risquées, créer des conditions permanentes d'échanges virtuels intensifiés, pas juste pour quelques heures, mais pour 4 jours et demi. C'est un marathon avec l'intensité d'un sprint palpitant. Passons maintenant à l'image du jour. Vous savez bien que j'utilise des images pour utiliser des allégories pour traiter l'une ou l'autre thématique qui concerne Europan. Et en ce sens, j'essaie d'utiliser la couleur, mais aussi de, d'être un peu provocatif. Et après vous avoir montré les chèvres sur la montagne à Vienne et le rail à Bangkok, aujourd'hui, je voudrais vous montrer euh, la table historique de Wilhelm Hess, George Schmidt et Rudolf Steiger. Cette table est très connue et malheureusement, je ne peux que vous montrer que la partie droite de cette image, étant donné les limites techniques. Les architectes avaient décidé de travailler sur la visualisation. Euh, Ils voulaient recréer les conditions qui ont engendré l'évolution spatiale et structurelle de la ville. Ils ont combiné différentes techniques de visualisation dans une ligne temporelle intersectionnelle, utilisé des collages et une documentation photographique ainsi que des diagrammes pour avoir justement un message exhaustif et désarçonnant concernant l'évolution de la ville moderne, de la préhistoire au temps moderne, aux années 1930. À vrai dire, cet affichage est une juxtaposition de morphologie des villes avec des technologies, la guerre, sans oublier le transport et les structures sociales et les conséquences que cela a eu sur le quotidien des gens. Toutes ces thématiques sont intrinsèquement liées. Et donc, si on suit la ligne du temps, on se rend compte directement que l'exclusion, la polarisation, la centralisation, la croissance expansive et les technologies de destruction s'inscrivent dans la formation spatiale, morphologique et matérielle de nos villes et nos territoires. Les 4 parties de la ville fonctionnelle, le logement, le travail, le loisir et le transport, perdent directement leur innocence lorsqu'elles sont mises en lien avec l'évolution, l'économie, la société, la culture et les conditions historiques. Cette ligne du temps pose une bonne question. Quel est le contexte économique, culturel et historique du logement et dans quelles conditions le logement est-il lié au loisir et les loisirs, au transport et le transport à tout cela? Il est important de réfléchir aux différentes échelles temporelles et spatiales. On peut regarder des cartes, des maps mondes, mais il est également de réfléchir
aux gens qui travaillent. Alors malheureusement, cette ligne du temps n'a pas été affichée lors de l'exposition de la vue fonctionnelle, car il y avait une certaine peur concernant justement les conflits. Et cette ligne du temps était en porte-à-faux et considérée comme une menace et pas comme une opportunité dans les années 1935. Et ce, est en pleine polarisation de la société. Aujourd'hui, je dirais que nous vivons une crise sérieuse qui fait qu'il est important de voir nos temps par un prisme différent. Il est important de s'ouvrir à de nouvelles façons de redynamiser nos territoires et nos villes. Et c'est justement ce que j'ai pu découvrir au cours de ces 3 dernières journées de forum. Europan 15 a été source d'inspiration et les ambitions d'Europan 16 démontrent que des efforts sont consentis en vue d'arriver à de nouvelles approches et en vue d'avoir de nouveaux ensembles de priorités pour que les architectes, les planificateurs, les urbanistes travaillent toujours plus ensemble dans la planification euh, pour être toujours plus important dans la conception de l'ADN de nos villes. Lorsqu'on tient compte des inquiétudes de ce tableau de 1935 et des nouvelles priorités d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs, mais je suis convaincu qu'avec les nouvelles priorités, on pourra aller de l'avant et les utiliser en tant que tremplin pour que petit à petit notre planète soit plus résiliente. Alors, ce qui est bon avec Europan, c'est qu'Europan, cela ne concerne pas que des conférences et du vide. Non, ce sont des projets concrets, biodiversité, économie circulaire, inclusion sociale, action métabolique. Telles sont les choses que nous souhaitons concrétiser sur des sites et dans le cadre de vrais projets. Aujourd'hui, nous allons continuer et sur notre lancée, ce matin, nous aurons 3 débats comparatifs sur les villes de l'E16 et ces débats ne sont ouverts qu'aux lauréats d'Europan 15 et aux représentants d'Europan 16 et l'organisation. Aujourd'hui, nous allons voir donc les villes vivantes qui vont aborder le sujet des soins et nous aurons 3 sous-groupes comme hier. Ces sous-groupes sont valoriser les éléments naturels et les paysages, gérer les nouveaux usages et enfin réinventer la ruralité et protéger le patrimoine. Nous allons à chaque fois voir 3 vidéos qui vont présenter les sites et les inquiétudes. Et ce matin, après nos échanges, euh, Cassaver, architecte et lauréat à moult reprises d'Europan, euh, présentera une synthèse de nos échanges et il sera notre grand témoin du jour, comme nous en avons eu un hier également. Alors, il est important de souligner que ces synthèses sont source d'inspiration et elles permettront d'alimenter les réflexions de demain. Merci à nos grands témoins, vous êtes très importants à mes yeux. Alors, tout comme hier, Myriam Garcia et Dimitri Souter modéreront le premier débat qui démarrera dans un petit instant à 10h moins quart. Après la pause déjeuner, qui a lieu entre 1h et 2h30, nous, nous aurons une dernière session sur les processus de mise en œuvre. Moi, j'ai été très impressionné par les processus abordés hier. Ils ont démontré que la recette d'Europan, combiner des processus avec des idées, permet d'arriver à beaucoup de valeur ajoutée pour les villes, mais aussi pour mettre en avant la culture de la planification et du design. Aujourd'hui, les processus se concentreront sur le caractère hybride des villes et de la nature. Tout comme hier, nous aurons 3 vidéos et 3 processus de mise en œuvre à différentes étapes, différents niveaux. Nous verrons Europan 13, Europan 12 et Europan
à Charleroi. Nous aurons également des représentants d'Europan 16 qui participeront aux échanges avec des lauréats d'Europan 15. Enfin, à 17 heures, nous aurons les prix des meilleures vidéos d'Europan 15. Et vous l'avez peut-être vu hier et avant-hier, toutes les vidéos sont véritablement intéressantes. Didier Rebois modérera cette cérémonie et le jury annoncera les prix. Il y aura 4 gagnants impliqués. Nous aurons le jury est composé donc de plusieurs gagnants, Tania Conco, Luis Palacios, Alessandro Deli Ponti, Giovanni Gloria Lanza et Carlos Arcosans. Enfin, nous aurons un festival de 18h05 à 18h30 avec des vidéos et des personnalités qui feront une rétrospection. Enfin, après 18h30, tous les participants seront invités à échanger librement. Et enfin, je tiens à vous saluer toutes et tous. Malheureusement, je ne vous vois pas, mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'énergie dans le public. Et donc, je suis très heureux d'annoncer le premier événement de la journée et je suis heureux de savoir qu'on va
Hello and welcome to this session. Bonjour et bienvenue à cette session. Je m'appelle Myriam Garcia. Je suis architecte, paysagiste et urban designer ici à Barcelone, en Espagne. Je suis également membre du comité scientifique d'Europan. Ce matin, nous allons parler du sujet des soins. Les soins, c'est reconnaître la vulnérabilité des endroits où nous habitons. Cela concerne également voir comment nous pouvons travailler ensemble dans la diversité et faire feu de tout bois dans la planification urbaine et le paysage pour réparer nos lieux de vie. Nous allons tenter de voir comment nous pouvons ici, dans le cadre de cette session, valoriser les éléments naturels et les paysages, les parcs, les forêts, les zones naturelles et agricoles. Nous allons voir quels acteurs peuvent porter leur pierre à l'édifice pour mettre en valeur les paysages parfois créés par l'homme également. Nous allons voir comment on peut soutenir la biodiversité et la fonctionnalité des endroits. Dans quelques instants, nous allons voir les différentes villes, mais avant, je tiens à rappeler quelques questions qu'il est important de garder à l'esprit. Tout d'abord, quels sont les éléments paysagers qui existent et dont il faut prendre soin? Quels sont les dangers inhérents ou externes qu'il faut avoir à l'esprit à moyen et à long terme? Et enfin, comment peut-on renforcer le soin pour avoir une approche pérenne mais résiliente? Toutes ces questions sont importantes car notre principal objectif ici aujourd'hui, c'est de combiner valeurs, éléments, actes et éléments qui sont nécessaires sur nos sites pour les protéger. Et ce, avant la compétition en avril. Je vais maintenant donner la parole à Dimitri. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session. Je m'appelle Dimitri Suter, je suis architecte, chercheur et membre du comité technique d'Europan. C'est un plaisir de vous accueillir à cette table ronde et je vais commencer par vous présenter. Et s'il vous plaît, lorsque je dis votre nom, levez la main pour que justement le public puisse vous reconnaître. Alors, nous avons Jacques Billy pour Niort. Il est maire d'Ypres et en charge également de la planification territoriale et des projets de la mairie. Nous avons Yoni Santos pour Carouge, qui est architecte à Typical Office. Ensuite, nous avons Bosse Björk, qui nous vient de Karlskoga, responsable planification urbaine et stratégique. Et enfin, pour Hjertelia, nous avons Knut Knønerud, qui est ingénieur et responsable du développement à la ville de Mingerke. Enfin, nous avons la chance d'avoir parmi nous un représentant de Barcelone, ville Europan 15. Nous avons Jaume Barnada, qui est coordinateur projet relations internationales et gestion à la ville de Barcelone. Et enfin, en fin de matinée, nous aurons notre grand témoin, Luis Basabe, qui est architecte basé à Madrid. Et il a remporté bon nombre de projets Europan 10 à Vienne notamment. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons passer à la structure de la petite heure que nous allons passer ensemble. Tout d'abord, nous allons regarder les vidéos et ensuite, nous continuerons avec les débats. Et donc, je tiens à rappeler au public que vous pouvez utiliser le chat pour nous poser vos questions, mais le chat, malheureusement, n'est pas traduit. Donc, si possible, écrivez vos questions en anglais et n'oubliez pas d'ajouter votre nom et votre pays pour que nous puissions mieux répondre à vos questions. Enfin, 4 sites, 4 vidéos. Et pour structurer le débat, nous allons réfléchir donc aux similarités en termes de stratégie urbaine concernant donc la nature et les paysages. Regardons donc les vidéos en 2 fois. D'abord, nous allons regarder 2 vidéos et ensuite 2 autres. Et entre-temps, nous aurons des questions
des questions qu'il faudra garder à l'esprit pendant le visionnage. Alors, lorsque nous procéderons à nos échanges, ensuite, je vous inviterai toujours à réfléchir, à avoir ces questions à l'esprit pour me préparer autant que faire se peut les dossiers pour l'Europe en 16. Car l'objectif ici, c'est le partage et le débat. Passons aux deux premières vidéos, donc Carouge en Suisse et Niort en France. Et donc la question que je vous demanderai de garder à l'esprit pour le visionnage et le débat est la suivante. Prendre soin, c'est également changer notre façon de veiller aux écosystèmes et aux infrastructures existantes. Et cette attention renouvelée peut diriger le processus de transformation. Voilà. Passons maintenant à la vidéo de Niort et ensuite celle de Carouge. Merci bien. Niort est une ville moyenne d'environ 60 000 habitants. Elle fait partie de la communauté d'agglomération qui elle-même en compte près de 120 000. Donc vous le voyez sur la carte, l'agglomération est un territoire qui est très étendu. Il s'agit de la 4e place financière de France, portée par ces mutuelles déjà depuis de nombreuses années. Niort est une grande ville qui fait partie du parc régional. L'ambiance que l'on veut créer, c'est justement de faire rentrer le parc dans la ville. Le principe, c'est qu'on prend le modèle de la Brèche et on le retranscrit, on l'adapte, on l'améliore avec le souhait de l'apaisement, le souhait également des enjeux climatiques qui doivent être intégrés dans tous nos projets, et puis également le développement des mobilités actives sans totalement renier la voiture. Là, c'est la vieille Sèvre. Là-bas, la Sèvre canalisée et au milieu, le Bief. Donc, on a 3 bras de fleuve qui nous en sert. On est sur le début d'une île ici, qui s'appelle Belle-Île. Il y a une faune importante. Et là, on est sur le prolongement des quais. Donc, on retrouve la Sèvre canalisée sous le Grand Arche. Et traditionnellement, au XVIIe, voilà, les vins commerce transatlantiques, les pots du Canada venaient aussi sur Niort, étaient travaillés, etc. Et puis ça a disparu. Et puis on a inventé les mutuelles. C'est parfait. Ça a assuré à la ville de poursuivre sur une autre dynamique, moins industrielle, mais assez riche, voire très riche. Aujourd'hui, sur la carte que vous voyez, il y a plusieurs secteurs qui ont été identifiés, donc qui font la jonction aussi avec ce qu'on pourrait appeler la périurbanité. Certains d'entre eux, tels que l'axe Niort-Choret par exemple, ont déjà été très aménagés. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, si on regarde l'axe qui nous mène sur l'avenue de Nantes ou qui va nous mener sur l'avenue de La Rochelle, qui sont des axes pourtant majeurs, mais sur lesquels on trouve encore soit des dents creuses, soit des incohérences urbaines, soit des flux qui sont peut-être à repenser. Il faut un accompagnement pour faire la jonction entre l'hypercentre qui commence à se requalifier et les villes périphériques qui, elles aussi, sont de belle qualité, mais que cette rupture vient perdre en fait dans notre aménagement général. C'est un ouvrage important, un lieu assez bucolique, mais qui est assez emblématique de ce qu'est la Sèvre niortaise, avec différents bras. Le marais poitevin qui commence à se constituer. D'ailleurs, on est dans le marais poitevin. L'arbre est une ressource, oui, c'est une conviction qu'on a affirmée dans l'urbanisme de Niort et qui doit se manifester pour donner aussi une identité de ville qui est très forte. Une réponse verte au parc naturel régional. For the topic of European 16 living cities, the state of Geneva and the city of Carouge wishes to develop a site situated on the outskirts of the historical city of Vieux-Carouge, a perimeter aforetime considered as a peripheral area but nowadays located in the first urban ring of Geneva in the east sector of the polyphacetic city of Carouge.
The study area is located in the district of La Fontenette, an urban sector characterized by the presence of a large amount of natural elements and an extended diversity of architectural and urban fragments. So far, any urban image has been specifically developed for this sector. This lack of planification is at the origin of the actual heterogeneous state of the site, marked by a series of uncoordinated architectural operations and the fragmented public space and landscape development. As a result, this neighborhood is painfully lacking in generosity, and its capacity to be a truly alive city is not being exploited to its full potential. Intended to see the number of its population and jobs doubled by 2013, this mixed area bordered by the Arve River, the Cliff of Champel, and the forest belt of Le Morne has good enough qualities to integrate in a contemporary way the properties of natural elements into the evolution of its urban perimeter. The main topic to be developed by participants of European 16 is to study the integration of these natural elements within the evolution of the urban fabric and to propose a high standard development for this urban perimeter. Among the elements to be taken into account by means of an accurate strategy, it is necessary to improve the functional relation within the sector and to reactivate the soft mobility networks, but also to reconsider the presence of some buildings and facilities, to evaluate the densification of urban pockets, and to revitalize the relation between natural resources and public space. Also, as the city planning is no longer a unique task reserved for planners, it is expected from contributors of European 16 to think and propose innovative cooperation participatory processes as to involve the residents in the construction of the neighborhood, an issue for public and political authorities which has to be applied at the local scale in order to integrate the needs of workers and residents for a full appropriation of the city by its inhabitants. In consequence, the State of Geneva and the City of Carouge wishes to bring out a unifying strategy to formalize a coherent overall image and to generate a strong identity for this sector. The expected projects have to lead to the elaboration of a sensitive and contemporary vision of a city in order to naturally qualify the urban development of this area and above all to guarantee a well-balanced, lively neighborhood for its future users and citizens. Hello again. Now we are going to see the videos of Karlsloga and Hertelia. Maintenant, nous allons voir les vidéos de Karlsloga et Hertelia. Et la question est de savoir comment on maintient un environnement naturel fort et pour qualifier cela dans un quartier urbanisé plus fort également. Welcome to the hometown of Alfred Nobel. I'm actually sitting here at his own desk, here at his mansion at Björkborn in Karlskoga. Yes, this is actually where Alfred Nobel had his last home. And it was in the local court here in Karlskoga his will was finally ratified. And this is the absolute reason why there has been no prize awards handed out for over 100 years now. Karlskoga is today a very prosperous town with just over 30,000 inhabitants. There's also a growing number of businesses, some of them world-leading in their product areas. The city of Karlskoga is beautifully located around the north end of Lake Möcken. After a few dormant decades, yet again entering an expansive phase, there are several new urban development projects on the way. My name is Bosse Björk, and I'm head of strategic urban planning within the municipality of Karlskoga. I will now take you to one of these development areas, the one that's going to be our contribution to this year's European competition. Come along! Karlskoga is located in the south central of Sweden, just between the two capitals of Oslo and Stockholm. Even though these are two of the most fast-growing cities in Europe, the communication infrastructure is poor. The Swedish Transport Administration has established that this must be improved and has now initiated a process to investigate how to create a faster and shorter railway connection between the two capitals. For the major part of the 500-kilometer distance, existing tracks can be used, but for a section passing Karlskoga, a new track is needed. It's still early days in this process,
and the exact route is still to be decided. But for the passage of Karlskoga and over the Lake Möckel, there is really only one option, just on the current south city limit through a developing area called Storängen. That is big in English. Therefore, Karlskoga need to plan for a new railway and also for a new train station in the spot that you can see behind me here. Here is the place where we believe the new train station will be. We of course have to save space neither for the tracks, the station itself, but also for connecting roads, commuter services, bike and car parks, as well as other establishments that should be located around the travel hub. And on top of that, how are we going to go about to build a new part of the city around this hub? And that also connect with the existing vicinities. We absolutely cannot wait to see all the creativity that is going to be let loose in this competition. Help us now to plan the modern, sustainable and mind-blowing Karlskoga for the next decade. Thank you for the screening. Bien, quelle belle présentation. Superbe vidéo, c'est très encourageant pour entamer ce débat avec les 4 sites. Commençons par la première partie de notre débat avec les villes de Niort et Carouge. Alors, nous avons vu les 2 vidéos et vous êtes dans une échelle qui est différente, celle d'un écosystème naturel différent, dont la valorisation est véritablement en jeu. La ville de Niort semble être avalée par l'environnement naturel et son écosystème.
Mais la ville, comme tout processus de développement urbain, est partiellement déconnectée justement de cet environnement naturel. Il faut inverser la tendance et recréer des liens avec ces valeurs naturelles qui sont très importantes. Ils doivent en faire une priorité. Alors, comment travailler à grande dimension pour mettre en avant ce soin collectif? Pour ce qui est de Carouge, le développement urbain a grappillé petit à petit des parties de l'environnement naturel de manière fragmentée, en fait. Cette fragmentation affaiblit les points forts du paysage. Il faut donc retravailler sur les connecteurs. C'est un premier mouvement, un premier pas à réaliser pour renforcer l'endroit et en faire un écosystème vivant et majeur pour la ville. On voit qu'il faut remettre en place un système urbain avec un réseau sur des systèmes ouverts qui permettent de faciliter l'accès à ces paysages intégrés. Donc, comme on l'a dit, c'est une question de soin, de prêter attention à ces écosystèmes existants dans l'infrastructure naturelle. Donc, pour les deux villes, on voit que vous accordez une attention neuve à ces processus. Et en fait, quel est le rôle à jouer dans ce processus de transformation? En d'autres termes, pour paraphraser la question, quels sont les types de connexions, d'interfaces qui sont nécessaires et existants pour avancer dans vos projets? Vous avez donc maintenant la parole. On va peut-être commencer par Niort. Je donnerai la parole directement à Jacques. Vous pouvez bien sûr vous exprimer en français. Donc, préalablement, peut-être rappeler les engagements et les ambitions de Niortville, de Niort-Aglo et de sa ville-centre, qui se sont engagés dans des démarches et des programmes visant à mettre en cohérence ce développement urbain et sa qualité environnementale et paysagère. Ceci est passé par exemple par des schémas directeurs tels que le plan climat, air, énergie ou le schéma de cohérence territoriale qu'on appelle le SCOT et par des programmes opérationnels parmi la gratuité des transports, la lutte contre les îlots de chaleur, le soutien aux plantations d'arbres. Niort-Aglo et la ville de Niort portent également l'ambition de déployer leurs compétences respectives de façon responsable dans les domaines environnementaux et sociaux et afin de promouvoir le territoire par la participation et le portage de programmes novateurs au profit d'un urbanisme renouvelé d'autre part. C'est bien l'ambition de porter un nouveau modèle de métropole moyenne, attractive et solidaire et responsable qui anime le projet de territoire et s'accorde avec le programme Europan 16 villes vivantes. Quelques enjeux peut-être rapidement. L'un des enjeux en matière d'aménagement urbain est de transformer des infrastructures routières prégnantes, voire pesantes, dédiées à la seule circulation automobile et en équipement public aux fonctions multiples marqueurs d'identité territoriale. La réponse à cet enjeu pourrait se traduire par peut-être trois objectifs: la qualité architecturale et paysagère, les programmes de verdissement, les centralités doivent être visibles dans les transitions, les équipements également et infrastructures doivent contribuer à la biodiversité et à la réduction de pollution atmosphérique et sonore. Et le dernier objectif peut-être l'intensification ou la densification de l'usage des infrastructures en multipliant leur usage dans un souci d'économie foncière, bien évidemment, nombre de routes et parkings qui ne sont utilisés pleinement que quelques heures par jour. Voilà un petit peu en préambule ce que je peux peut-être... Voilà en premier temps ce que je peux évoquer. Thank you for this precision. And maybe can you say a few words? Merci pour cette introduction. Qu'en est-il des problématiques que vous pouvez peut-être partager avec Carouge? Vous êtes à côté d'un écosystème fort, existant, mais avec lequel vous devez vous reconnecter. Nous l'avons vu pour votre site. Vous avez déjà des éléments forts, présents, qui vous entourent finalement. À Carouge, leur approche est plus fragmentée, leur situation est plus fragmentée. Avez-vous une question, une réaction par rapport à la situation de Carouge dans leur interaction avec l'environnement, puis un conseil sur la manière de se reconnecter à l'environnement?
à Carouge. Est-ce que vous avez une réaction? Bon, Dimitri, vous avez très bien décrit notre problématique et ça fait plaisir de voir les 4 sites de ce matin qui sont sur la question du soin, finalement, care en anglais. Finalement, les participants doivent pouvoir comprendre les différents sites. Comme Jacques l'a dit, vous avez Niort et cette ville entourée de cet élément naturel. On essaie de faire revenir la nature en ville. Certaines parties sont même souterraines, si j'ai bien compris. Certains éléments sont enterrés. Pour ce qui est de Karlskoga et Honnefors, ce sont des sites très naturels où il faut construire quelque chose de neuf comme une gare, une école, qui doivent être connectés à des éléments naturels ou agricoles. Ce sont les composantes à prendre en compte. Alors, pour ce qui est de Carouge, bien, je dirais que la situation est intermédiaire à Carouge parce que c'est tout près de Genève. Carouge, en soi, c'est une ville déjà très dense. Si vous prenez le vieux Carouge ou l'ouest de Carouge, c'est déjà très dense. Et pour ce qui est de l'autre partie, l'Est, c'est une partie plutôt abandonnée de la ville. Les autorités n'y ont jamais vraiment prêté trop attention. C'est étrange, vous me direz, parce qu'on y retrouve beaucoup d'éléments naturels avec la rivière, les forêts, des champs. Il y a même des falaises. Et pour nous, Européens, c'est une grande opportunité. En fait, cette partie de la ville n'a jamais bénéficié d'un véritable travail d'urbanisme ou de planification, que ce soit Carouge ou le canton de Genève. On fait de la planification partout, mais pas là. Donc, que s'est-il passé dans cette partie de Carouge? Eh bien, on se retrouve avec ce genre de situation, de petits quartiers qui ne sont plus du tout connectés les uns avec les autres, qui ne sont plus connectés avec la nature qui est à proximité. Et bien sûr, au-delà de cela, nous avons cette transition écologique. La transition écologique qui est une véritable opportunité à saisir. Pour le site, nous devons appliquer la transition écologique. Nous devons faire de ce site un site exemplaire. Nous devons en faire un modèle à suivre grâce à tous ces éléments. Donc voilà, les débats sont nombreux, vous imaginez. À l'échelon local, on parle transition, on parle écologie, on parle de possibilités, d'erreurs à ne pas répéter. Et c'est probablement un site où les participants pourront mettre en exergue certains éléments et contribuer au débat. Bien, merci Yoni pour ces explications. Merci d'avoir tenté de créer le lien avec les autres sites. C'est important pour nous, cette mise en relation des sites. Alors, on pourrait se poser une autre question à partir de ce que tu disais. La question du processus. On fait face à un environnement complexe et puis on a l'échelle temps qui est assez longue aussi pour la transformation. Donc, cela étant pris en compte, quelle est l'échelle temps? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Est-ce que, Jacques, vous voulez réagir sur ce point en particulier? En ce qui concerne les processus, on a la chance aujourd'hui d'être dans une démarche sur l'ensemble de notre territoire du futur plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, il y a une opportunité qui va nous permettre également de fédérer, notamment à travers la démarche avec Europan, de fédérer les 40 collectivités de notre territoire. Alors, la temporalité, elle est relativement courte, sachant que le PLUI, c'est sur une temporalité de 10 ans, mais nous sommes donnés aujourd'hui 2 ans pour réaliser ce PLUI qui se dessinera sur les 10 prochaines années, bien évidemment. Mais pour nous, c'était une grande opportunité. Enfin, je crois que c'est la notion de fédérer les 40 communes de notre territoire avec la démarche Europan. Et c'est un enjeu que je considère important. Thank you for that. That's true. It's complicated when you have a really large. Merci. Alors, c'est vrai que quand on est sur une zone aussi large, qu'on doit tenir compte des intérêts de ces différentes parties d'une grande ville et pour travailler dans le même sens, c'est compliqué.
Maintenant, vous devrez dégager une vision commune, une stratégie même commune. Et même, vous devrez débattre sur la manière de débuter ou d'entamer la stratégie, me semble-t-il. Donc, peut-être que d'autres participants ont des idées pour Jacques, pour l'aider à travailler dans ce sens. Ça, c'est une question très compliquée parce que personnellement, je ne connais pas Niort. Donc, c'est difficile de donner une idée à Niort. Je devrais étudier la ville un peu plus en détail pour donner un avis pertinent. En tout cas, la question est intéressante. Moi, je ne fais pas partie des autorités de Carouge, du canton de Genève. Moi, je donne un coup de main pour produire le document destiné aux participants. Donc, je suis détaché de l'autorité, ce qui pour moi est un avantage. La semaine dernière, nous nous sommes réunis et j'ai justement posé ce type de questions, à savoir, qu'attendez-vous d'Europan? Comment les participants travailleront-ils sur le site? Parce que c'est très complexe. Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait trop de choses là-bas. Est-ce qu'il faut se concentrer sur l'environnement naturel ou sur la ville, créer une nouvelle ville? Parce qu'on se trouve vraiment entre les deux. In fine, et c'est peut-être un élément qui sera d'application pour Niort, bien, pour l'est de Carouge, on se rend compte qu'il y a un manque d'identité. Il n'y a pas d'identité. Quand vous allez là-bas, vous marchez, vous voyez les éléments naturels. Mais ça n'a pas l'air naturel parce que c'est à côté, je ne sais pas moi, d'un cimetière ou d'un garage, d'un garagiste. Donc, c'est un mix étrange. Alors, on ne sait pas encore si on doit vraiment mettre l'accent sur le côté ou l'accent urbain du site ou pas. J'ai peut-être ce sentiment avec Niort. En tout cas, quand j'ai vu la vidéo de Niort, je me suis rendu compte qu'ils ont filmé depuis la voiture. Et c'est un peu étrange comme approche parce que c'est un travelling permanent. Ça se passe depuis l'intérieur d'une voiture. Et donc, le sentiment que ça me donne, c'est que pour Niort, c'est qu'il y a beaucoup de voitures à Niort. Même la vidéo est faite dans une voiture, finalement. C'est un peu comme ces voitures Google, hein, vous savez. Comme la voiture Google qui va dans une ville, elle filme la ville. C'est le sentiment que ça m'a donné, en tout cas. Peut-être que dans la ville, ce ne sont pas les éléments naturels qui entrent dans la ville, ce sont les voitures qui entrent dans la ville. C'est le sentiment que m'a donné la vidéo, mais c'est vraiment un premier sentiment. Je ne connais pas du tout la ville, donc je ne voudrais pas émettre de jugement. Vous m'avez posé la question, je tente de vous donner un semblant de réponse. Merci pour le point de vue. Non, la question ici, c'est de changer nos visions, de changer le rôle de la nature et d'en faire un acteur majeur de la transformation finalement, passer de cette vision anthropocène vers une vision qui met la nature au centre de tout finalement. Donc, il faut pour ce faire comprendre nos écosystèmes urbains, humains, nos infrastructures. Donc, ces échanges sont certes très intéressants et doivent nous permettre d'avancer sur nos priorités. Vous avez parlé d'identité. C'est vrai qu'à Niort, il y a une identité forte. Et vous avez les marais, etc., évidemment. Tandis qu'à Carouge, il faut la préciser, l'identité. Elle est encore cachée. Alors, comme on l'a dit, on peut aider les concurrents à bien comprendre ces problématiques en leur parlant de manière précise de vos attentes pour le concours et leur expliquer comment vous pouvez les aider à avancer et eux peuvent vous aider aussi. Merci en tout cas pour vos commentaires. Alors, on n'a pas reçu de questions via le chat, donc je vous propose de passer directement à la suite de notre programme. Bonjour. Alors, nous avons ici Carl Gonin, qui était là dans le cadre d'Europe en 15, où l'impact paysager était important. Alors, à Karlskoga, que pensez-vous de la situation, du paysage, mais de la cohésion sociale, de la productivité et d'autres utilisations que l'on peut faire des paysages?
Buenos días. Efectivamente, yo creo que la pregunta Bonjour. es equipar. Je pense qu'on peut se poser la question de savoir comment on peut équiper, utiliser et habiter la nature. Et pour ce faire, nous devons nous éloigner de la version romantique et penser que la nature a des fonctions structurelles. Et vous avez des structures de mobilité, des structures énergétiques qui ont de grandes capacités dans nos villes. Et donc, mon avis est le suivant. Il ne faut pas se limiter au fait que la nature, elle est belle, parce qu'elle l'est. Mais il faut aussi se dire que la nature a la capacité de créer de nouveaux systèmes. Et justement, si nous avançons sur cette thématique, nous pouvons alors utiliser la nature comme un élément de la ville, un élément qui va générer une nouvelle biodiversité, qui va créer plus de santé, c'est indispensable bien sûr pour l'humain, mais aussi la nature qui nous permettra de nous approcher de nouveaux systèmes productifs et économiques, des systèmes plus fermés, circulaires, donc une économie verte. Alors, c'est une nouvelle vision de la nature. Cette vision est une opportunité à saisir dans des villes complexes ou dans des villes où il faut pouvoir habiter au XXe siècle. La ville du 19e ou du 20e n'est plus vivable. C'est la ville qui génère les maladies. Ce type de ville, c'est en soi le virus, c'est la pathologie. Et donc, nous devons tenter d'habiter, de vivre à une nouvelle échelle. Une échelle qui recherche différents usages, de nouveaux usages. Et c'est ce que nous devrions mettre en exergue dans ces programmes, justement, dans le cadre d'Europan. Il s'agit d'usages collectifs, il s'agit d'usages coopératifs, il s'agit de mise à disposition de nouveaux entrepreneurs. C'est une question aussi de pédagogie sur l'utilisation urbaine. Alors, de toute évidence, nous devons nous concentrer sur l'habitation, l'habitat qui devrait être conçu à une autre échelle, une échelle que nous ne connaissons pas bien encore. Et pour ce faire, je voudrais vous rappeler ce que nous a dit un jour un architecte catalan, un architecte des années 50-60, qui n'est peut-être pas très connu au niveau européen, mais il nous disait que les nouveaux bâtiments doivent être pensés à l'échelle de l'arbre et pas à l'échelle de la ville ou d'une montagne. Parce que finalement, l'arbre est source d'échanges entre personnes, entre l'humain et quelque chose de plus grand. Si nous travaillons à l'échelle de l'arbre, si nous utilisons l'arbre comme élément productif pour créer de nouvelles villes, et bien dans ce cas-là, oui, nous pourrons avancer. Merci. Merci, Jaume. Quelle aspiration. Ça fait plaisir de t'entendre, c'est très utile. Nous passons au site suivant à Karlsloga et Herkliela. Alors, nous avons pu voir les vidéos de ces deux sites. Chaque site est vierge de développement urbain. Ce sont des sites déconnectés de la ville, mais des sites qui vont changer suite à l'intervention humaine. À Karlskoga, le site a été choisi pour devenir un centre de connexion, un nœud de communication, et cela aura un impact bien sûr au niveau local. Et à Hertelia, l'impact paysager est encore plus évident. Dans la vidéo, on nous dit que le rêve, c'est de vivre dans la nature, ce qui cause un plus grand étalement urbain. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des frontières physiques traversées par les projets. On fait face à des environnements qui vont changer sur, disons, alors on parlait de santé tout à l'heure, effectivement, la santé est un élément primordial. Les limites sont les pertes en matière de biodiversité, le changement climatique, les cycles naturels et l'utilisation des sols. Et ce, notamment face à des problèmes d'agriculture massive, d'étalement urbain ou de déforestation. Donc, je me permets de poser une première question, à savoir comment conserver un environnement naturel fort en tenant compte de la complexité générale de l'écosystème, finalement,
un écosystème qui doit devenir un grand centre de communication, un nœud de communication, parce que finalement, nous devons tirer avantage des points forts de l'endroit, des points forts qui doivent être intégrés dans cette nouvelle réalité verte, un peu comme ce que nous expliquait Jaume. Je vais donner la parole à Karl pour commencer. Alors, excusez mon souci technique, j'ai un problème de caméra. Voilà ma photo. Alors, pour ce qui est du site choisi pour le concours, on parle ici d'un projet international avec le chemin de fer qui va aller vers la capitale. Ça va repositionner Karlskoga. Alors, le site, pour ce qui est du site, le projet en soi est tourné vers l'environnement et il est smart ou intelligent d'un point de vue climatique parce que d'une certaine manière, cela va réduire le nombre de vols sur Stockholm, par exemple. Donc, pour l'environnement, c'est un plus. C'est un plus en termes de mobilité, si vous voulez. Ça donnera plus de possibilités à la population de Karlskoga d'aller dans les régions avoisinantes, de travailler, même pour les entreprises locales. Ça permettra aussi d'améliorer les compétences des travailleurs locaux. Donc oui, d'un point de vue climatique et environnemental, c'est smart, c'est intelligent. Maintenant, pour ce qui est du site en tant que tel, c'est clair qu'il y aura un impact. C'est un site en bordure de ville, avec un paysage rural. Et c'est la raison pour laquelle nous participons au concours. Justement, c'est pour recevoir des idées. Nous voulons préserver certains aspects du site. On a ce lac que vous voyez à l'image. On veut garder les rivages, on veut les préserver. Il faut que ça reste accessible au public. Il faut pouvoir reconnecter le site à la ville. Donc, de quoi a-t-on besoin finalement autour de ce nœud, de ce hub? Eh bien, c'est ce que nous essayons de définir avec les autorités et peut-être avec votre soutien. La question est de savoir comment travailler sur le site en préservant ce qui est important là-bas. C'est ça finalement la démarche sous-jacente de notre participation au concours. Parce que ce nœud de communication en soi, il n'est pas là pour l'instant. On y travaille. Il est projeté pour l'avenir. Mais nous devons déjà fixer les plans, savoir comment on va sauver certains espaces. Et ensuite, à partir de là, proposer certains types d'infrastructures qui entoureront le site. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Ce sera un super site finalement. Qu'en est-il des principales valeurs, des moteurs, des forces qui permettent d'avancer sur ce site? Un site qui a besoin d'intégration, une proposition plus intégrée, qu'en est-il? Alors, comme je l'ai dit, on a le lac et ensuite on a les zones avoisinantes qui, d'une façon ou d'une autre, doivent être préservées et le rivage doit être inclus à l'infrastructure. C'est là qu'il va falloir travailler. Ensuite, je tiens à ajouter le fait, et c'est pour rebondir sur la présentation, que ensuite il y a le rail. L'autoroute
Et il serait bon que l'autoroute passe par le même pont que le rail. Et partant, il est important d'avoir ça à l'esprit. Ensuite, je dirais que nous avons un changement gravitationnel. Et il y a une autre ville à seulement 10 km au sud qui est là et qu'on doit avoir à l'esprit. Et je suis convaincu que ces villes croîtront ensemble. Et partant, il est important également de réfléchir à un hub et de construire notre ville plus grande en sachant qu'il y a cet autre point de gravité là important au sud. Enfin, nous devons construire quelque chose dont nous pourrons être fiers et continuer sur notre lancée à Karlsruhe. D'accord, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à Knut Kuninort. Qu'en est-il chez vous? Alors, avant tout, il y a le rail d'Oslo à Stockholm, jusqu'à l'ouest de Bergen. Et ce train à grande vitesse fait que les différents points seront ralliés en moins d'une demi-heure. Alors, Yartalia, ça fait référence au cœur, cela veut dire cœur. Et donc, comment dire, cet endroit appartient à la ville de Mingerke. Et Yartalia est donc un projet pilote pour d'autres propriétaires fonciers dans la région. Il s'agit de terres agricoles et de par le passé, ce type de propriété foncière était vendu à des gestionnaires de projets pour qu'ils développent des projets. Mais ici, sur ce site, nous voulons pouvoir tirer les ficelles avec la municipalité pour que Yartalia mette en avant une nouvelle façon de penser pour préserver l'agriculture, notamment. Et la municipalité est également profondément attachée à la sylviculture qui est très importante pour l'économie locale et pour les activités agricoles dans leur ensemble dans notre région. Aujourd'hui, nous voyons que les jeunes sont fort intéressés par l'agroécologie et donc nous voudrions que Yartalia devienne une plaque tournante pour les gens qui sont intéressés par de nouvelles façons de vivre, pour mettre en avant donc la dynamique sociale inhérente aux villes vivantes. Et donc, nous voulons éviter de perturber les activités agricoles et puis nous voulons également avoir une mobilité intelligente. Nous voulons éviter la voiture autant que faire se peut. Nous voulons que la voiture soit secondaire. Nous allons avoir un nouveau pont, qui mènera au cœur de la ville. Et celui-ci sera donc joignable en moins de 5 minutes en bus. Et avec 10 à 15 000 habitants au cœur de la ville, je dirais que l'on aura en effet de nouvelles idées pour la mobilité. Il est important pour nous d'avancer en ce sens pour plus de préservation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Oui, bien entendu. Merci beaucoup pour ces explications. Maintenant, pour les questions finales, eh bien, je propose que l'on essaye de partager les dénominateurs communs. On l'a vu pour Niort et Carouge. Nous sommes profondément attachés à l'écosystème qui est une force motrice dans le cadre des deux processus.
Et pour les autres sites, la nature est là, mais il y a des développements urbains majeurs qui sont en cours. Alors, quelles sont les problématiques que vous pourriez partager, Jacques et Yoni, Yoni et Jacques? En fait, Niort-Aglo, la ville de Niort souhaite s'emparer du programme européen pour bénéficier de regards neufs et contrastés et engager une démarche d'ensemble qui pourrait s'éprouver sur des secteurs opérationnels et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait être traduite dans le PLUI qui est en construction. Et poser les bases de nouveaux principes d'aménagement d'espace ou d'équipement public. C'est un point de vue nouveau pour une planification urbaine renouvelée. Thank you for that. Merci beaucoup. More details. And maybe, yes, Yoni, if you Alors, Yoni, interact with the two sides of Karlskoga and Atleja to maybe discuss with them. est-ce que vous pourriez peut-être parler avec Yartelia et Karlskoga justement de l'importance des interactions pour mettre en avant ce qui existe et pour justement prendre soin du paysage existant alors qu'il va y avoir de grands chantiers urbains? Merci. Oui, bien entendu. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jaume. Je ne peux qu'être d'accord avec ses propos. Et en effet, il est important d'éviter certaines considérations politiques si on veut aller de l'avant. Il a également insisté sur le fait que la nature a des capacités structurelles. Et à Niort et à Carouge, je pense que là, il y a des leçons à tirer, justement. Et à Carouge, je pense que malheureusement, cela n'est pas suffisamment intégré, donc c'est très intéressant. Ensuite, pour Karlskoga et en face, je dis que les choses sont claires. La stratégie là-bas, elle est très claire. On comprend qu'ils veulent utiliser la nature qui existe. Et moi, je dirais que je suis un peu inquiet pour Karlskoga. Et par rapport à la construction d'une gare. Car on nous présente là un site vide, il n'y a pas d'urbanisation et on souhaite construire une nouvelle gare. Et je ne comprends pas pourquoi ils veulent la construire là et pas ailleurs. Pourquoi pas plus proche de la ville de Karlskoga peut-être? C'est juste une question que je lance, bien entendu. Alors, désolé, mais je pense que malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup plus de temps. Il nous reste que 2 petites minutes. Oh, désolé. Non, pas de souci. Mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup de questions en suspens. Et aujourd'hui, nous avons vu en effet qu'il y a de grandes possibilités d'innovation lorsqu'on travaille justement en interface avec l'urbain et la nature. Et c'est vrai que cela nous fait sortir des sentiers battus. Et il est bon de voir qu'Europan peut aider à mettre en avant de bonnes stratégies et des opportunités de design qui répondent justement à ces défis. Ensuite, pour boucler la boucle, je tiendrai à souligner une idée. Il est important de comprendre ce que la nature veut dire. Qu'est-ce que la nature du point de vue des services écosystémiques, de la fonctionnalité? Et ensuite, comment peut-on transformer la nature en infrastructure vivante pour les humains et les non-humains? Parce qu'in fine, nous partageons toutes et tous le même paysage. Encore une fois, merci. Merci pour votre présence ici aujourd'hui. Je pense que cette séance a été très enrichissante. Merci également aux interprètes, dit Madame Garcia. Merci à vous. C'est tout pour moi.